3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que ça va en ce samedi, j'espère que ça va super bien, moi c'est la grande forme, parce que lundi, sur Twitch, vous avez choisi un sujet qui me plaisait bien. Vous vouliez qu'on parle de Trae Young, en mode coast to coast. Et ouais, car depuis les histoires qu'il y aurait eu avec Macmillan cette saison, les rumeurs vont bon train le concernant. Beaucoup s'imaginent déjà que son avenir se fera ailleurs qu'à Atlanta, alors que récemment il a quand même signé un contrat énorme. Ça peut paraître fou dit comme ça, et c'est bien pour ça que des questions se posent. Est-ce que ces rumeurs sont réellement réalistes? Eh bien ça tombe bien parce que c'est exactement ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Les Hawks doivent-ils transférer Trae Young? Alors vous me connaissez, ce que j'aime faire dans ce genre de vidéo, pour commencer, c'est d'abord planter le décor. Mais là ne vous inquiétez pas, l'histoire de Trae Young, on va vite passer dessus, je pense que vous la connaissez. Si ce n'est pas le cas, je vous ramène à tout un tas d'anciennes vidéos, ce n'est pas la première fois que je parle de lui sur cette chaîne YouTube. Par contre, ce que l'on peut retenir, et qui lui collera probablement à la peau toute sa carrière, c'est que le soir de la draft, il a été échangé contre Luka Doncic, plus un first round, et pour lui, direction les Hawks, où en tant que rookie, déjà le meneur a sacrément assuré. Le mec fait plusieurs perfs à plus de 30 points, rentre des game winners, et déjà, ses moyennes sont plutôt intéressantes. 19 points et 8 passes de moyenne pour un rookie, c'est quand même très bon. Et dès le départ, Young a prouvé qu'il pouvait être un scoreur, oui, mais aussi un très bon passeur, un super playmaker, et surtout un mec qui peut dégainer à 3 points dans toutes les positions avec un range impressionnant et des pourcentages étonnants. Il fut ainsi élu à l'unanimité, comme Luka Doncic, les deux seuls cette saison-là dans la All-NBA Rookie First Team. C'était mérité. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces bonnes choses, il les a confirmées la saison suivante, lors de sa campagne sophomore, celle de l'explosion. Là, d'un coup, le meneur est passé à plus de 29 points et 9 passes de moyenne, tout en augmentant tous ses pourcentages. C'est lourd, non? Le mec a ainsi obtenu sa première sélection All-Star en tant que starter en plus, en se montrant plus tranchant que jamais, en cumulant les énormes perfs, certaines à 18 passes, d'autres à 50 points, et déjà à seulement 21 ans, il s'imposait comme l'une des potentielles futures superstars en NBA. Tout ça, c'était très cool, mais le truc, car il faut bien quelque chose de négatif, c'est que ça manquait clairement de résultats collectifs. Sur ses deux premières saisons en NBA, Trae Young n'a jamais connu mieux que la 12e place avec Atlanta, et même la 14e lors de sa saison sophomore. C'est faible, très faible. Mais ça justement, en étant mieux entouré, et quitte à scorer un poil moins, il l'a compensé l'année suivante. Les Hawks ont terminé 5e à l'Est, et après avoir éliminé les Knicks au premier tour, puis les Sixers au deuxième, ils ont fini par réaliser l'un des plus beaux parcours de playoff de ces dernières années, malgré leur échec en finale de conférence face aux Bucks. À côté de ça, Trae, qui n'a pourtant pas été élu All-Star cette saison, a quand même pu signer un énorme contrat max de 5 ans avec Atlanta. Comme début de carrière en NBA, il y a pire, non? Surtout qu'après, individuellement, il a confirmé. La saison dernière, Young a obtenu sa première sélection dans une All-NBA Team, mais le souci, c'est qu'à côté de ça, les Hawks, eux, n'ont pas confirmé. Le meneur, lui, a pourtant brillé. En termes de totaux, il a terminé meilleur scoreur et meilleur passeur de la ligue. Il a obtenu sa deuxième sélection All-Star, encore en tant que titulaire, et ses moyennes, proches de 28 points et 10 passes, parlaient clairement en sa faveur. Malheureusement, les Hawks, 9e à l'Est cette saison-là, ont eu beau se qualifier pour les playoffs en passant par le play-in. À cette étape-là, cette fois-ci, ils ont montré leurs limites. Face à la défense super agressive de Miami au premier tour, Trae, trop esselé offensivement, s'est vite retrouvé en galère. En parallèle, le coach adverse, Spoelstra, arrivait très bien à cibler ses faiblesses défensives, et Atlanta n'a pas tenu. L'équipe fut sortie en 5 petits matchs et ne put pas valider le très beau parcours de la saison précédente. Dans cette série, les Hawks sont déçus, mais Trae aussi. En tournant à seulement 15 points par match et en commettant plus de balles perdues qu'il n'a délivré de passes décisives, il est vraiment passé à côté de ce premier tour, le meneur. Le mec, c'était fou, en étant constamment harcelé par la défense adverse, semblait constamment avoir les mains pleines de savon. Mais bref, là maintenant, on en arrive à la saison en cours, la campagne 2022-2023. À première vue, le recrutement estival de Dejounte Murray se montrait intéressant, et il devait au moins compenser quelques failles, on en parlera plus tard. Sur le papier, l'équipe d'Atlanta semblait plus complète, mieux armée, plus équilibrée aussi, et Young, avec un All-Star de qualité en plus à ses côtés, semblait lui bien mieux entouré. Problème, au moment où j'écris ce texte, les Hawks ne font pas beaucoup mieux que l'an dernier, en se classant pour l'instant à la 8e place de l'Est avec un bilan à peine à l'équilibre. Trae de son côté a beau faire plus de passes, son adresse au tir globalement a chuté, notamment à 3 points, où pour faire simple il affiche ses pires pourcentages en carrière. Actuellement, quelque chose semble clocher. Évidemment, avec l'arrivée de Dejounte Murray, on pouvait quand même prévoir que tout n'allait pas fitter immédiatement chez ces Hawks. On se doutait qu'il y aurait besoin d'un temps d'adaptation, et que l'équipe ne trusterait pas les sommets de la conférence Est tout de suite. Mais de là à galérer, comme ça a été le cas pendant la plupart de cette moitié de saison, et se retrouver à peine à jouer le play-in à la mi-saison, non, là c'est trop.
Là, ce qui est compliqué, j'ai l'impression, premièrement, c'est que le discours de Nate McMillan semble de moins en moins bien passer. De plus, les qualités de shooter de Kevin Huerter, qui actuellement s'éclate à Sacramento, manquent, et sans lui, c'est assez flagrant, le spacing est beaucoup moins évident à Atlanta. Si l'équipe a un peu progressé en défense, elle reste très moyenne dans le secteur, ne s'affichant aujourd'hui qu'à la 16e place de la ligue en termes de rating, mais le pire n'est pas là. Offensivement, cette team, qui sous la houlette de Trae Young au playmaking et au scoring paraissait constamment hyper bien huilée, n'y arrive plus, ne s'affichant désormais qu'à la 19e place de la NBA alors qu'elle était à la 2e l'an passé. Sans gros catch and shooter pour écarter le jeu, ça se voit, le pick and roll ne fonctionne plus aussi facilement, en tout cas il ne fonctionne plus de la même façon. Les joueurs semblent se marcher sur les pieds, et plutôt que de jouer ensemble, comme une équipe, ils jouent de façon alternative, chacun à leur tour, et ça forcément ça apporte des problèmes. Ne cherchez pas plus loin, actuellement, les résultats en dents de scie des Hawks viennent au moins partiellement de ce phénomène, c'est sûr et certain. Et là, forcément, pour expliquer ça, le premier point qu'on est obligé de soulever, c'est la mésentente sur le terrain entre Dejounte Murray, le nouvel arrivé, et Trae Young, la superstar des Hawks. Je me rappelle en début de saison avoir fait une vidéo pour essayer de prévoir ce qu'elle pouvait donner, cette association. Et là, désolé, mais force est de constater que je m'étais quand même pas mal trompé. Moi, personnellement, je pensais que Murray allait compenser la plupart des failles de Young en défendant fort et en le soulageant à la création. Même s'il ne l'avait jamais trop fait jusque-là, j'imaginais Trae laisser beaucoup plus la gonfle à Dejounte, afin de se libérer des défenses, courir entre les écrans et dégainer en catch and shoot suite à des passes. Pour moi, le plan de jeu était tout trouvé, et justement, ça permettait que Trae Young, en gardant trop la balle, ne galère face à des défenses super agressives, comme celle du 8 en playoff l'an dernier par exemple. J'imaginais qu'en développant son jeu off-ball, il deviendrait moins prévisible, plus dur à stopper et moins facilement trappable. Quand je vois la vitesse à laquelle le meneur est capable de dégainer, je me disais qu'il serait le joueur parfait pour jouer dans ce rôle, tandis que Murray, lui, il l'a montré l'an passé en tournant à plus de 9 passes par match avec les Spurs, pouvait tout à fait assurer dans le rôle du playmaker. Mais là, actuellement, nous n'avons pas le choix que d'observer que les choses ne se passent absolument pas comme ça, n'est pas Stephen Curry qui veut. Thanks, Captain Obvious. Parce que ouais, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à faire un raccourci facile dans le basket, en pensant que jouer off-ball est souvent beaucoup plus simple que de créer. En soi, c'est peut-être vrai, mais se démarquer, prendre des écrans et se libérer, c'est une science aussi, et quand tu ne l'as jamais fait de ta vie, ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts. Maintenant, est-ce qu'on pourrait accuser Nate McMillan de mal utiliser ses deux meneurs? Oui, il y a peut-être de ça. Mais Trae a lui aussi sa part de responsabilité là-dedans, en ne proposant finalement que peu de solutions quand il ne porte pas la gonfle, ce qui évidemment rend l'attaque des Hawks plus stagnante. Aujourd'hui, Young ne tente en moyenne qu'1,4 tirs en catch and shot par match, contre 1,1 la saison précédente. La différence est minime, alors qu'on voulait que ça explose ce chiffre. Finalement, ça devient flagrant, le meneur n'a quasiment pas changé son jeu, alors qu'avec l'arrivée de Dejounte Murray, on s'en rend compte, il aurait dû le faire. Ne veut-il juste pas lâcher la gonfle et déléguer? Est-il incapable de jouer off-ball? Nate McMillan est-il le plus gros coupable? C'est difficile à dire, mais la vérité se situe probablement entre ces trois extrêmes, et ce qui est sûr, et ça se voit, depuis le début de saison, ça ne fonctionne pas à Atlanta en attaque. Le problème principal, je pense, c'est cette espèce d'alternance. Souvent, quand Dejounte est bon, Trae, lui, est effacé, et vice-versa. Là-dessus, les stats ne mentent pas. Quand on regarde les stats sur les line-up, on voit vite que Young score plus quand il est associé à Collins ou Hunter que quand il est associé avec Murray, et c'est la même chose pour Dejounte. Les deux joueurs, alors qu'ils sont les deux meilleurs scoreurs de la team, ne représentent que le 6e meilleur duo de l'équipe en termes de scoring lorsqu'ils sont associés. Là, ça en devient évident, quand Dejounte Murray et Trae Young sont sur le terrain ensemble, quelque chose semble clocher. Et là, ce qui cloche, ça me semble clair, on en a déjà parlé, c'est que Dejounte et Trae n'arrivent pas à jouer ensemble et à faire en sorte d'adapter leur jeu l'un à l'autre. Plutôt que d'être un monstre à deux têtes comme on l'aurait espéré, les deux gars qui ont trop besoin de la balle, l'un et l'autre se marchent trop souvent sur les pieds. Au final, l'attaque des Hawks paraît bien plus huilée quand il y en a un des deux sur le banc, et quand on sait que c'est les deux stars de l'équipe, on se rend compte que c'est handicapant de pas pouvoir les faire évoluer ensemble. Bon après là c'est vrai, ces dernières semaines il semble y avoir un léger mieux, et Trae Young semble comprendre de plus en plus et accepter que quand ses tirs ne rentrent pas, il doit chercher à impliquer Murray et à lui faire des passes. Depuis mi-janvier, on a un Dejounte qui score plus et un Trae qui fait plus de caviar, et même si ça ne réglera pas tout, cela reste quand même un moyen intéressant de compenser au moins un minimum. N'empêche que la vérité c'est qu'aujourd'hui encore, le nombre de passes décisives de Trae pour Dejounte reste très faible, et ça reste un peu du gâchis de voir deux joueurs avec un tel talent individuel aussi incapables de se trouver offensivement. Donc ouais, même s'il y a eu du mieux au mois de janvier, c'est trop tôt pour moi pour tirer des conclusions positives certaines jusque-là. Tout ça évidemment, alors que pas mal de monde pensait que l'équipe, avec ce duo, pourrait être hyper ambitieuse, ça crée des frustrations.
C'est ainsi qu'au mois de décembre a eu lieu ce fameux drama, c'était difficile de passer à côté, entre Trae Young et Nate McMillan. L'histoire, on ne va pas la refaire, vu que je l'avais déjà évoqué de long en large dans un Hot React qui était dédié. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'Young, lors du shoot-around, a préféré reposer son épaule plutôt que de s'entraîner avec ses coéquipiers. Le ton avec McMillan est monté, et le meneur ne s'est même pas pointé lors du match suivant. Vous l'imaginez, ça a fait couler beaucoup d'encre, il y a de quoi. Là du coup, pas mal de rumeurs sont sorties, d'autant plus avec un front office des Hawks qui a changé ou pas loin de A à Z. Travis Schlenk, devenu conseiller, a été remplacé en tant que GM par Landry Fields, et de ce qu'il se dit, certains dans les bureaux n'apprécieraient que moyennement l'individualisme trop prononcé de Trae Young. Effectivement, ce dernier aurait du mal à quitter son rôle de créateur et de ball handler numéro 1 dans l'équipe, alors qu'il pourrait potentiellement permettre à sa team d'être plus efficace en remettant en question certaines facettes de son jeu avec des jeunes T. Le raccourci facile à faire, c'est que le mec veut être la superstar, celui par qui tout passe absolument, et qui ne veut pas déléguer. Si tout ça c'est vrai, et que ça vient bien d'un refus de la part du meneur de jeu d'impliquer les autres, on peut comprendre que ça puisse faire grincer des dents. Puis ces dernières semaines, et c'est bien triste, on parlait plus des Hawks comme les héros d'un soap-opéra qui était complètement calamiteux que pour ce qu'ils faisaient sur le terrain, c'est dommage. Aujourd'hui, vu que les dirigeants qui ont drafté Trae Young ne sont plus en poste, on pouvait s'y attendre, les rumeurs de trade commencent à fleurir, et c'est bien pour ça que vous avez choisi ce sujet lundi sur Twitch et que vous vouliez que je l'aborde. Après, remettons l'église au milieu du village, pour le moment il n'y a rien de concret, vu que toutes ces rumeurs ont été lancées par un GM d'une équipe concurrente. Rien de très sérieux donc. Ce dernier avait dit que selon lui, Trae serait la prochaine superstar à demander son transfert, et ce qui a été conclu, c'est que les Hawks de leur côté pourraient bien l'accepter, surtout sachant que Young est représenté par Rich Paul, agent réputé pour être capable de faire des pieds et des mains pour envoyer l'une de ses pépites ailleurs lorsque c'est son souhait. Toujours selon les rumeurs, il se murmure que oui, les Hawks auraient déjà considéré sérieusement l'idée d'envoyer leur superstar ailleurs, ça paraît dingue. Même si nous n'en sommes pas encore là, le drama commence à prendre de plus en plus de place du côté d'Atlanta, surtout qu'à côté de ça, les qualités de leader de Trae Young sont-elles de plus en plus remises en question. Là encore, je ne suis pas dans le vestiaire pour voir ce qui se passe, je suis obligé de me fier aux insiders et à leurs sources, mais aussi à mon instinct et à ce que je vois sur le terrain. Là déjà, de ce qu'il se dit, c'est que plus les spéculations de trade autour de Trae Young prennent de l'ampleur, et plus l'ambiance dans le locker room est en train de prendre un coup. Bien sûr, les joueurs, eux, en conférence de presse, nient en bloc, ils restent pros, mais ce ne serait pas la première fois que des tensions dans le vestiaire ou dans l'organisation sont passées sous silence. Mais moi, quand même, souvent, ce que je remarque sur le terrain, c'est que celui qui va motiver ses coéquipiers, conseiller les plus jeunes, les replacer ou même les impliquer émotionnellement, c'est Murray, le dernier arrivé, pas Young, qui lui, souvent, paraît être dans sa bulle, vivre son match plutôt individuellement et rester dans son coin. Le mec, de toute façon, a toujours trouvé plutôt sa force dans le fait d'être à part, dans le fait même d'être détesté parfois. C'est aussi ça, sa personnalité, qui fait de lui un assassin au sang-froid. Puis ce n'est pas la première fois non plus qu'on entend parler de problèmes de leadership avec lui. Des tensions, par exemple, avaient fuité il y a quelques années entre Trae Young et John Collins. Murray peut parfois aussi avoir un côté détestable pour certains, lui aussi, d'autant plus depuis son départ des Spurs, où il est devenu très chambreur, mais sur le terrain, moi je veux lui donner ce crédit-là, il semble plus fédérateur. À la fin des matchs, c'est souvent lui en conférence de presse qui dit qu'il faut garder la tête haute, continuer à se battre. C'est lui qui donne l'exemple, rappelant que le parcours sera long, que c'est normal. C'est lui également qui reste positif, expliquant que tous ces obstacles que l'équipe rencontre actuellement rendront le groupe plus fort. Tout ça c'est cool, mais Young de son côté semble plus retranché, semble plus refermé et sûrement beaucoup plus frustré. Évidemment, quand on observe ce comportement sur le terrain, ça aussi, ça accentue les rumeurs de transfert. Si Young et Murray ne peuvent pas jouer ensemble, il faut réfléchir laquelle des deux est la meilleure pièce autour de laquelle il faut construire. Et c'est vrai que sur le terrain, au moins, dans le comportement, on a un déjounté qui semble plus capable d'assumer ce costume de leader auprès des autres. Et puis quand on voit qu'après le drama avec McMillan, déjounté a balancé une pique à peine déguisée envers Trae, en disant qu'il fallait donner beaucoup de crédit aux jeunes qui, eux, bossaient sans relâche, ouais, on peut vraiment se demander actuellement si ce duo est réellement fait pour s'entendre. Donc là, à ce moment-là de la vidéo, au vu de ce que j'ai dit, ça paraît clair. S'il faut donner la priorité à quelqu'un autour de construire, on dirait bien que c'est déjounté Murray. Mais hop, est-ce que ce ne serait pas un peu trop précipité comme conclusion? Parce qu'il faut le dire, Trae Young, de son côté, possède tout de même un talent de basketteur unique. Et ce talent, on va en parler, mais avant ça, vous connaissez, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, let's go! On est déjà plus de 50 000 ici, et quand je vois le nombre que vous êtes à mater sans follow, je me dis qu'on pourrait vraiment atteindre des sommets de ouf. Alors si ce n'est pas encore fait, et que vous aimez mon contenu, allez-y, c'est maintenant. Vous n'avez même pas besoin de mettre pause, je vous mets un petit compte à rebours de 5 secondes pour vous laisser le temps. Et puis si jamais vous êtes déjà abonné, ne perdez pas votre temps, utilisez ce moment-là pour mettre le pouce vers le haut, ça aussi ça aide à fond.
Allez, le compte à rebours est terminé, et pour revenir à Yang, évidemment que son talent est fou, et que le joueur dans une équipe est limite irremplaçable. On a l'impression que je le critique depuis le début de la vidéo, parce que je dis souvent des choses négatives, c'est vrai, mais parce que je suis déçu aussi. Mais là, maintenant, essayons quand même de remettre les choses à leur place. Tout ça, jusque-là, on l'a dit, à mon avis, c'est quand même plus une question de fit, si ça ne fonctionne pas, sur le backcourt. N'empêche que ça n'enlève pas que ce que fait Trae Young, statistiquement, même si dans la manière c'est décevant, reste totalement incroyable. Ok, il n'a jamais aussi mal shooté de loin, ok, il ne se donne pas les moyens de jouer off-ball, mais ouvrons les yeux et rendons-nous compte qu'en tournant à 27 points et 10 passes cette saison, il est quand même dans le top 15 des meilleurs scoreurs et le top 5 des meilleurs passeurs de la ligue. Les joueurs comme lui, ça ne court pas les rues. Dans ces deux catégories en NBA cette saison, seul Luka Doncic se classe aussi bien. Ça montre le talent du bonhomme, qui en plus, lui, doit partager la gonfle avec des jeunes téméraires. Après, vous allez me dire que oui, ce qu'il faut noter en plus de ça avec Trae Young, c'est qu'il ne défend pas. Et là-dessus, c'est vrai, je vais pas mentir, je vais pas vous contredire. N'empêche que ça, ce n'est pas nouveau, on l'a toujours constaté, il est sûrement bien trop limité physiquement pour performer de ce côté-là du terrain. Et ce que je retiens, moi surtout, c'est que dans l'histoire, surtout ces dernières années, il ne serait pas le premier à briller exclusivement grâce à son talent offensif. Même si ça a bien changé depuis, pendant longtemps, Curry n'a jamais été un crack défensivement. Pour Doncic, c'est la même. Harden, je n'en parle même pas. Ce genre de joueurs qui sont juste des cracks en attaque peuvent très bien être les franchise players de teams qui gagnent s'ils sont bien entourés, sont coachés et peuvent être cachés défensivement. Parce que ouais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est obligé de le dire, en attaque, en NBA, actuellement, Trae Young est l'un des joueurs les plus dynamiques de toute la ligue. De loin, son range est fou, il dégaine plus vite que son ombre et plante des shoots difficiles sans souci. Sur ses drives, sa vitesse et son premier pas lui permettent constamment de trouver la cible grâce à son toucher, même dans de tout petits espaces. Dans sa capacité à prendre des pull-ups, en créant la séparation, il est un crack, et pour scorer, il possède absolument toute la panoplie. Mais en plus de ça, en plus de marquer des points, dans la lecture de jeu et dans le playmaking, c'est également un monstre. Pour ce qui est de jouer le pick and roll, c'est un expert. Pour attirer les défenses à lui et kick out sur les shooters, c'est un tueur. Et constamment, en gardant la tête levée, il est capable de trouver ses coéquipiers qui cut ou qui se démarquent loin du ballon, pile au bon endroit, pile dans le bon timing. C'est très fort. Non, en vrai, que voulez dire de plus? Quand je dis que, offensivement, il possède un talent sacrément unique, je ne plaisante pas, je n'exagère pas. Et bien sûr, là, ce qu'il faut se dire, du côté des Hawks, c'est que ça pourrait être une immense erreur de transférer un joueur qui possède ses qualités et qui potentiellement est très difficile à remplacer. En fait, pour moi, le problème, si je grossis un peu le trait, il devient totalement évident à comprendre. Pour que Young brille, il ne faut pas l'intégrer dans un système, il doit être le système. Sans ça, quand on lui demande de jouer autre chose que le jeu qu'il affectionne, ça devient plus compliqué, et c'est sûrement ça qui pêche actuellement avec des jeunes téméraires. Du coup maintenant tout ça on le sait, et moi là j'ai envie d'enfiler mon costume de businessman, et d'essayer un petit peu de voir le revers de la médaille. Aujourd'hui c'est acté sur toute la planète, Young est un joueur de grand talent qui cette saison jusque-là galère à s'adapter à Murray. Ça dans la ligue tout le monde le sait, et personne ne semble douter de son niveau, ni de son statut de superstar. Alors est-ce que les Hawks ne pourraient pas en profiter pour respecter le vieil adage des boursiers, sell high, buy low, vendre cher et acheter bas? Là, en ce moment, clairement, la cote de Trae Young est hyper haute, et contre lui, Atlanta peut recevoir une immense contrepartie. Puis comme on l'a dit, maintenant que Schlenk, qui l'a drafté, n'est plus le GM d'Atlanta, le côté affectif ne rentre plus du tout en jeu. Landry Fields n'a pas choisi d'avoir Trae dans son équipe, il a fait avec, on peut donc penser qu'il ne fera pas de sentiments si en effet il ne croit pas en son joueur et pense que son individualisme ou son manque de leadership handicape la team. Ne serait-ce donc pas le moment idéal de l'envoyer ailleurs avant que la situation s'enquiste et que le joueur perde de la valeur? Peut-être bien que si. En NBA, on le sait, généralement, quand une situation devient toxique, plus tu attends et plus tu t'en sors perdant. Fields est peut-être conscient de ça, on le voit, depuis la finale de conférence en 2021, l'équipe semble être en chute libre, il faut donc potentiellement réagir vite et nul ne sait ce que le GM a en tête. Est-il prêt à bouleverser son roster? Eh bien pourquoi pas, s'il pense que actuellement c'est le meilleur moment pour tirer la meilleure contrepartie en échange de Trae Young. Donc est-ce que les Hawks doivent le transférer? Est-ce qu'ils doivent le regarder? C'est justement la question du jour, et je vais y répondre. Mais avant ça, j'ai tenté un petit truc que je veux vous montrer. Ouais, pour essayer d'illustrer au mieux la situation, j'ai essayé d'analyser le cas de 3 équipes qui potentiellement pourraient être intéressées par le meneur de jeu. La première, c'est le Miami Heat. On sait que cet été, ils ont échoué pour faire venir Donovan Mitchell. Et maintenant, avec leur saison décevante en plus, globalement, ils sont à la recherche d'un autre All-Star pour épauler un Jimmy Butler vieillissant. Dans la théorie, le fit Young Adebayo semble parfait, offensivement déjà, mais surtout défensivement, tant le pivot peut couvrir d'espace et compenser les failles du meneur de jeu dans le secteur. En parallèle, je pense que Trae peut très bien jouer avec Butler, et serait sans souci le créateur number 1 à Miami. Sur le papier, le Heat, comme le joueur, pourrait s'en sortir gagnant. Ajoutons à ça la présence au coaching de Erik Spoelstra, qui pourrait à la fois le cacher
défensivement, mais aussi l'utiliser dans le meilleur rôle possible offensivement, et ouais, on peut y croire, ça aurait du sens. Mais de l'autre côté, du côté des Hawks, on aurait quoi à y gagner? Et le seul moyen que je vois de les intéresser au moins un petit peu serait d'inclure Tyler Hero dans ce deal, et encore ça ne suffira sûrement pas. J'y rajouterai donc Lowry, essentiellement pour les salaires, mais aussi Max Strus, vu qu'avec Murray, les Hawks ont besoin d'un shooter, ainsi que le jeune Jovic, et tout un paquet de tours de draft qui me semble essentiel pour que Atlanta puisse accepter une telle offre. Là, why not? Mais est-ce que le Heat a autant envie de dépouiller son avenir pour un joueur qui défend si peu, alors que c'est la culture même de l'équipe? Pas sûr. C'est donc une possibilité, mais honnêtement, je vois mal Pat Riley lâcher autant pour Trae Young. Et là, je ne parle même pas en plus du fait qu'Atlanta pourrait rejeter en bloc le contrat de Lowry, qui est assez important encore et qui dure 2 ans. Alors ensuite, j'ai essayé de penser à d'autres teams, et notamment les Raptors, qui stagnent quand même méchamment depuis le titre de 2019 et le départ de Kawhi Leonard. Pascal Siakam est super bon, mais il existe encore quand même des doutes sur sa capacité à être le franchise player d'une équipe qui gagne et qui a de vraies ambitions. De son côté, à la main, Fred VanVleet montre des limites, et au Canada, c'est peut-être le moment d'enfin tourner une page pour passer à autre chose. Là, avec Trae Young, clairement, les Raptors l'auraient, leur superstar, et avec tous les fluides défensifs que possède Nick Nurse dans son roster, là aussi, il y a bel et bien moyen de le cacher défensivement. Et puis lui, pendant ce temps, de son côté, il pourra distribuer la gonfle à tous ces mecs qui savent jouer off-ball tout en plantant des brouettes de points en créant pour lui. Encore une fois, ça paraît tentant. De plus, les Raptors semblent posséder les bons assets pour convaincre au moins partiellement les Hawks, mais là, à nouveau, c'est toujours la même chose. Vu la cote du meneur de jeu, il faudra lâcher beaucoup. Voilà pourquoi j'ai imaginé un trade autour de Scottie Barnes, qui a pas mal de valeur suite à son trophée de rookie de l'année, quelques role-players et surtout, encore une fois, des tonnes et des tonnes de pics qui seront nécessaires pour convaincre Atlanta. Pourquoi pas, hein, encore une fois, ça pourrait séduire Landry Fields. Mais là, c'est la même, nul ne sait comment Scottie Barnes va se développer et nul ne sait si Trae Young a vraiment envie de jouer pour ses Raptors. On le sait, les superstars aiment les gros marchés, et d'autant plus quand leur agent s'appelle Rich Paul, comme c'est le cas de Trae Young. Pour Toronto, le risque de ruiner l'avenir pour affronter un nouveau drama dans 2 ans est réel. Je n'imagine donc pas Masai Ujiri lâcher Scottie Barnes et autant de pics avec de telles incertitudes, et malheureusement sans ça je ne vois pas Atlanta bouger. Bien sûr il existe un monde où ça fonctionne, des deux côtés, mais dans le cas inverse tu te tires une balle dans le pied. Tenter un coup comme ça c'est un petit peu comme faire des acrobaties au trapèze sans filet. Du coup, je suis allé encore plus loin et la dernière équipe à laquelle j'ai pensé, c'est Orlando. Une team qui possède beaucoup d'assets également, mais qui cherche peut-être une superstar, le temps que Paolo Banchero puisse potentiellement se développer. Dans cette franchise, Young pourrait facilement prendre la responsabilité du ball handling, alors que comme à Toronto, un paquet de joueurs très longs et polyvalents défensivement pourrait compenser les failles du meneur de jeu de ce côté-là du terrain. Ajoutons à ça la présence de Wagner, qui je pense pourrait encore passer un step avec la présence d'un playmaker comme Trae Young, et j'aime beaucoup l'idée. Mais du coup, du côté du Magic, comment imaginer un trade qui permettrait de garder ses meilleures pièces, tout en essayant de convaincre Atlanta? Eh bien la meilleure solution que j'ai trouvée serait d'offrir d'abord des joueurs pour matcher les salaires avant de filer un maximum de pics, en respectant la règle stépienne bien sûr, et ce, limite jusqu'à la fin des temps, afin qu'Atlanta puisse capitaliser sur le futur. Encore une fois, pourquoi pas, mais les Hawks ont-ils vraiment envie de tirer une croix comme ça sur le présent à l'heure actuelle pour penser qu'à l'avenir? Eh bien je ne pense pas, ils ne sont pas encore assez acculés par la situation Trae Young pour penser à ça. Alors si l'on fait le bilan et qu'on tente de répondre à la question du jour, on se rend très vite compte de certaines choses. Young n'est pas un joueur facile à transférer, déjà parce qu'il a un gros contrat, que sa cote est haute, mais parce qu'en plus il est l'un des joueurs les plus ball dominants de la NBA, qui en parallèle pourrait vouloir aller dans un gros marché, et pose presque autant de questions sur son leadership que sur sa défense. Je pense que même s'il y a des joueurs de qualité dans le pack, les Hawks n'accepteront aucune offre s'il n'y a pas au moins 3 ou 4 first round. Les équipes concurrentes sont-elles prêtes à payer ce prix pour, c'est vrai, une vraie possibilité de step up à l'heure actuelle, mais aussi un vrai risque pour le futur? Eh bien je n'en suis pas certain. En tant que GM, si tu te plantes sur un tel trade comme ça, qui implique autant l'avenir, c'est la perte de boulot assurée en quelques mois. Voilà pourquoi je pense qu'actuellement, personne ne sera capable de mettre la main à la poche suffisamment, ou au moins autant que ce que les Hawks l'espéreraient en échange. Alors l'équipe doit-elle le transférer? Eh bien ma réponse est claire, c'est un grand non. Du moins pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. En vrai oui, les Hawks galèrent depuis le début de la saison globalement, mais les axes de progression et les pistes de développement existent. Il ne faut pas oublier que l'effectif, Trae Young et Dejounte Murray les premiers, n'ont que peu de vécu commun, et pour certains joueurs, le temps d'adaptation nécessite plus de temps. Les soucis offensifs actuels sont réels, mais pensez-vous honnêtement qu'ils n'ont vraiment aucune chance de se régler? Moi non. Maintenant attention, hein, je ne dis pas non plus que d'ici 2 ou 3 semaines tout va fonctionner parfaitement, comme sur des roulettes, mais quand même. Actuellement, les Hawks font partie des 3 équipes qui prennent le moins de shoot à 3 points dans la ligue. En parallèle, ils sont top 2 dans la prise de mid-range. Ils ne vont que peu en transition. Et en plus de ça, ils sont l'une des 5 équipes qui va tenter le moins de lancers francs par rencontre. Filez à ce roster un GM comme Daryl Morey ou un coach comme Mike D'Antoni et vous verrez, en un mois, tous ces problèmes offensifs sont définitivement réglés.
Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, hein, mais ça en devient flagrant. Atlanta, cette saison, ne joue pas un basket efficace, tout simplement parce qu'il n'est pas joué de la bonne façon. Moi, la première chose que je me dis, c'est que obligatoirement, le temps et l'expérience commune devraient au moins partiellement gérer ces soucis. Maintenant, est-ce que ça suffira pour passer un tour de playoff cette année? Perso, je ne pense pas. Je suis plutôt pessimiste quant à cette question. Néanmoins, en cas d'échec, s'il n'y a pas la manière, je pense que nous serons en train d'assister aux dernières heures de McMillan en tant que tacticien de l'équipe. Il sera donc encore temps l'an prochain de tester un nouveau coach, plus moderne, et voir si lui, avec une autre méthode, arrive à construire une alchimie offensive. Les joueurs sont talentueux, il y a donc moyen. Pour moi, quels que soient les dramas, quelle que soit la situation, quelle que soit la véracité des rumeurs, ce serait une très grosse erreur de se précipiter quant au trade de Trae. Jusque-là, il n'a rien demandé, du moins pas officiellement, alors pourquoi vouloir absolument appuyer sur le bouton rouge? Je sais très bien que si ça arrive un jour, les Hawks pourraient se retrouver alors acculés, et se retrouver perdants, mais qui dit que ça va avoir lieu prochainement obligatoirement? Je rappelle que jusque-là, les principales rumeurs ne viennent que d'un dirigeant concurrent, il n'y a donc rien de bien super sérieux là-dedans. Il faut s'en rendre compte, Trae Young à l'heure actuelle, c'est le visage de la franchise, le joueur pour qui l'équipe a transféré Luka Doncic, alors que Fields ait remplacé Schlenk-Koupa, ce serait quand même un sacré aveu d'échec de le transférer contre des pics, et encore plus quand tu viens de te dépouiller pour faire venir des jeunes Murray afin de l'épauler. Quand tu te décides à faire un tel move, quand tu t'impliques autant pour faire venir un joueur comme Murray, tu laisses au moins quelques saisons pour faire fonctionner la sauce. Donc bouger d'ici la deadline pour renforcer le roster, faire des ajustements et ajouter des shooters par exemple, ça oui ça me va. Changer de coach à la fin de la saison si ça ne fonctionne toujours pas, ça aussi ça me va. Mais transférer Trae Young dès maintenant, non, pas du tout, absolument pas. Comme je le disais, je ne vois pas de team à l'heure actuelle capable de s'investir suffisamment et de donner assez de pics aux Hawks pour les convaincre. Perso, je pense que jusque-là, précipiter les choses avant la deadline pour transférer Trae Young à tout prix, ce serait le meilleur moyen de faire un deal perdant-perdant. Qui veut de ça? Personne. Donc ma réponse pour aujourd'hui, elle est très claire, j'en suis certain. Non, les Hawks ne doivent pas transférer Trae Young, du moins pas maintenant, ce serait une grossière erreur. Donc malgré les difficultés à Atlanta, qui on ne va pas mentir, sont-elles bien réelles? S'il vous plaît, laissons encore un peu de temps à la paire des jeunes Trae. Voilà pour ce qui est de Trae Young et d'un potentiel transfert, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast-to-coast. Vous en pensez quoi, vous? Les Hawks doivent-ils directement appuyer sur le bouton rouge concernant leur go-to-guy et mes propositions de trade? Quel est votre sentiment là-dessus? Dites-moi absolument tout ça dans les commentaires, ce sera comme d'habitude un grand plaisir de lire votre avis. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. A très vite.